entouré des experts. Donc, je vous rappelle la composition de ce panel. Et puis d'abord, juste un mot sur le panel précédent. Remercier bien sûr les précédents orateurs sur les apports qu'ils nous ont fournis. Beaucoup d'idées à retenir également pour notre table ronde, d'ailleurs, puisque c'est une forme d'emboîtement, de lancement pour essayer de pouvoir appréhender un univers qui est en formation. Donc, comme je le disais au début de cette séance, on n'a pas souvent ce rendez-vous historique de se poser pour essayer d'architecter, comme aurait dit Jamel Debbouze dans Astérix numéro 2, architecter l'éthique que l'on veut se proposer de suivre et de connaître dans un univers où il y aura des vrais sujets sur la territorialité. Parce que lorsque Sonia Cissé nous a expliqué que la territorialité engageait le fait de pouvoir prendre des actions en diffamation, et je suis convaincu que Basile pourra nous en parler, tout cela est à peu près cadré quand on sait sur quelle territorialité on est. Et quand on est sur une territorialité encore plus complexe que celle qui consiste à s'approprier l'espace intergalactique, et moi je fais partie aussi d'un groupe qui s'intéresse à ce type de territoire, c'est beaucoup plus compliqué, ce qui veut dire que, pour rebondir sur ce qui a été dit par le panel précédent, l'autorégulation en complément du droit plus dur, et notamment du droit européen, est indispensable. C'est-à-dire que lorsqu'on va rentrer dans un des métaverses, on va forcément accepter des conditions générales d'usage qui, d'après ce que j'ai entendu dans le panel précédent, pourraient être aménagées par un dialogue avec les ONG expertes pour pouvoir mettre un peu d'éléments indépendants dans la réflexion, pour que le juge puisse aussi être identifié, ou voire même le médiateur ou l'arbitre, puisqu'on ne peut pas exclure aussi le choix d'une résolution des conflits d'une manière choisie, surtout dans un espace qu'on pourrait appeler second, pour ensuite pouvoir savoir dans quelle zone de respect notre avatar, son avatar, met les pieds. Donc on pourrait même penser aussi à l'idée, et je sais que Sandrine Richard est ici présente, d'un sujet qui lui tient à cœur, de la création de méta-juridictions. Il y a même un cabinet d'avocats, ce que me disait Nathalie Réby plus tôt aujourd'hui, qui, en droit de la famille, a eu comme idée d'aller installer son cabinet dans le métaverse. Vous avez tous entendu parler, alors peut-être que Anton nous dira si c'est un fake ou pas, mais de cette plainte d'une bêta-testeuse qui aurait porté plainte pour le viol de son, ou en tout cas une tentative de viol de son avatar par quatre autres avatars qui l'auraient amené dans une chambre privée après la consommation d'une vodka virtuelle, et une plainte pour viol qui aurait été déposée aux États-Unis et qui a été enregistrée comme telle. Donc ce sont des sujets qui intéressent les entreprises, qui intéressent les individus et les usagers que nous sommes, et surtout vis-à-vis de nos enfants, puisque c'est probablement l'univers dans lequel on va inviter les générations à venir, et c'est notre responsabilité, aujourd'hui, en 2022, que d'aller choisir dans quelle zone de respect est-ce qu'on va inviter les générations futures à travailler, à s'amuser, à consommer, à vivre leur presque soi, leur soi augmenté. Et c'est pour ça que nous avons voulu entendre la voix d'abord de Stéphanie Prunier de Havas Litigation, qui va peut-être nous donner son propre point de vue sur les premiers conseils, les premiers soins, les premiers secours à donner aux marques et aux entreprises qui hésitent peut-être aujourd'hui à y aller, avec leurs juristes ici présents. Puis Jean-Luc Chétrit, qui est le président de l'Union des marques, qui se targue aujourd'hui dans ses
fait de Guerre d'être un des seuls non-juristes à cette table. Et je trouve ça plutôt extraordinaire d'avoir eu le courage de venir à l'Académie, dans une université de droit historique, porter la voix des non-juristes qu'on veut entendre. C'est le cas de peu de personnes ici. Et puis ensuite, nous entendrons Basile Adair, qui est un des plus grands spécialistes aussi du droit de la presse et qui aujourd'hui exerce au cabinet Auguste, pour essayer de comprendre quel est son point de vue avec le recul justement de si la territorialité est contestée, ça va être compliqué de faire appliquer le droit de la presse que Basile connaît si bien. Et puis enfin, la parole sera à la défense, puisque Anton, moi je l'ai connu chez Facebook, aujourd'hui il est chez Meta, donc c'est sûrement qu'il y a des choses à nous dire sur le métaverse. La parole est à Stéphanie Prunier. Merci. Alors, je suis très contente d'intervenir devant des juristes, parce que c'est vrai que souvent il y a une frontière entre du coup les communicants. Et pourtant, le sujet qu'on va aborder, effectivement, nous concerne au premier chef et concerne effectivement les juristes. Pourquoi ? Parce que nous, dans les agences, en fait, nous sommes les premiers à recevoir effectivement une aspiration très forte, qu'on ressent comme très forte, des entreprises à aller dans le métaverse. C'est-à-dire, quand même, pour dire les choses, faire un saut dans l'inconnu, notamment sur les dimensions juridiques. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que vous entendiez qu'aujourd'hui, effectivement, les entreprises, elles ont un vrai intérêt à y aller. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça correspond à une aspiration de la jeunesse. Il y a 9 jeunes sur 10 de la génération Z, c'est-à-dire de 18 à 24 ans, qui sont déjà dans le métaverse. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas qu'une question de génération Z, mais on constate aussi que des générations comme les nôtres, donc on n'est plus tout à fait dans la génération Z, et du coup, il y a une fascination aussi pour le métaverse, parce que nous, effectivement, on est très désireux d'aller vivre une expérience, passer quelques moments dans le métaverse, même dans le métaverse embryonnaire. Mais en fait, les générations futures, elles considèrent qu'elles vont vivre dans le métaverse. C'est-à-dire qu'elles optionnent déjà le choix de vivre, et c'est pas la même chose que de visiter et de faire le choix de vie. Pourquoi aussi c'est intéressant pour les entreprises ? Parce qu'évidemment, ça leur permet d'avoir une marque c'est un marqueur de modernité. Aujourd'hui, les entreprises, effectivement, elles vont être poussées par les communicants pour aller dans le métaverse, parce qu'évidemment, ça veut dire que vous êtes dans un univers dont tout le monde parle, personne ne sait vraiment ce qui s'y passe, mais effectivement, vous allez, vous, les juristes, confrontés à des communicants qui vont dire « oui, il faut y aller ». Et ça sera ma deuxième partie de propos, mais vous devrez être effectivement vigilant sur « oui, peut-être on va y aller, mais comment on va y aller et quel garde-fou on va y mettre ». Juste 2 exemples en termes de communication sur oui, les entreprises vont aller dans le métaverse. Je vais juste citer un bon exemple et un mauvais exemple. Donc attention, restons vigilants, ne serait-ce qu'en termes de réputation. On a vu l'exemple plutôt réussi de Nike qui décide de choisir la bonne plateforme Roblox pour créer, et du coup Nikeland, qui est plutôt un environnement très sécurisé, qui est brand safe, comme disent nos amis anglo-saxons, et donc a été une belle réussite d'introduction dans le métaverse, contrairement à ce bel exemple. On voit par exemple une marque de retail français où on a un CEO qui essaye d'innover et de faire des entretiens d'embauche dans le métaverse. Il prétend utiliser le métaverse pour faire des entretiens d'embauche sans utiliser les codes en fait des utilisateurs du métaverse, c'est-à-dire la gamification et la sociabilisation. Et en fait, c'est un flop absolu. C'est-à-dire que plutôt que de faire une entrée réussie, en fait, il échoue totalement dans son entrée dans le métaverse. Donc attention, il y a des codes à respecter. Et puis, effectivement, comme le disait Philippe, l'intérêt du métaverse, c'est l'univers. Enfin, méta, c'est l'au-delà, vers, c'est l'univers. Donc, en fait, vous allez avoir des marketeurs qui vont dire c'est fantastique, il faut y aller, on élargit le public cible, on n'a plus de problème de frontières, on n'a plus de problématique de taxes. Et voilà. Donc, c'est vrai que, du coup, c'est très, très attractif pour les marques. Et puis, surtout, le point, à mon sens, qui est le plus important pour les entreprises, c'est que cette technologie du métaverse va offrir énormément de possibilités d'expérience client. C'est-à-dire qu'on sait très bien dans la communication que ce qui est très compliqué, c'est d'attraper, en fait, dans un univers très concurrentiel, le client.
Et on sait que, pour le coup, ce qui permet d'attraper et de fidéliser, c'est l'émotion, la sensation. Et en fait, le métaverse, en fait, la technologie du métaverse va permettre effectivement beaucoup d'expérimentation entre la marque et le client, qui va permettre de les attraper et de les fidéliser. Donc évidemment, vous allez être confronté à vos entreprises qui vont dire oui, effectivement, pour nous, il y a un intérêt business, au-delà du fait que quand même, quand on regarde les projections de chiffre d'affaires, d'ici 2030, on annonce quand même une augmentation un chiffre d'affaires de 789 milliards de chiffre d'affaires liés au métaverse, qui représente à peu près 40% par rapport à aujourd'hui. Donc effectivement, vous allez être confronté à une vraie progression. Au-delà du fait que sur ce chiffre d'affaires, quand une entreprise va du coup investir dans le métaverse, les investisseurs vont regarder ça plutôt d'un bon œil. Donc tout ça pour vous dire que moi, en tant que communicante de base, quand je mets ma casquette de communicante, je vous annonce, vous, directeur juridique, que clairement, en fait, vous allez avoir la pression pour que les entreprises aillent dans le métaverse. Alors, juste le downside de tout ça, c'est que effectivement, il peut y avoir un risque réputationnel. Et là, moi, je bascule dans l'aspect plutôt juridique, et puis je laisserai la parole aux spécialistes. C'est que le problème aujourd'hui de métaverse, dans la configuration dans laquelle on est, hein, on n'est pas encore dans la dimension immersive que Zuckerberg annonce dans 4 ou 5 ans, mais je pense qu'Antoine y reviendra. Mais ne serait-ce que dans la dimension dans laquelle nous sommes, si effectivement, par exemple, sur des plateformes telles que Sandbox, vous avez des forums de discussion, on n'a aucun outil de surveillance, en fait, pour savoir ce qu'il est dit. Alors, je fais référence à la table ronde précédente, c'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui sur les réseaux sociaux à quel point il est indispensable d'utiliser VisiBrain, Brainwatch, tous les communicants savent effectivement. Et parce que notre métier, c'est effectivement de protéger la réputation de nos clients, et ça va être assez compliqué de leur dire, de leur recommander d'aller sur certaines plateformes si on n'est pas en capacité de leur dire qu'on est en capacité de surveiller, et surtout de leur dire, choisissez une plateforme dont la réglementation correspond à vos ADN. C'est compliqué aujourd'hui aux entreprises de dire soyez respectueux des critères ESG et de leur dire vous allez dans une plateforme où grosso modo on ne va pas respecter la parité, on va pouvoir tenir des propos qui vont être infamants pour les femmes. Donc c'est un vrai sujet. Et vous allez avoir un vrai travail. On a fait la comparaison avec Twimi qui travaille avec moi sur le métaverse. On a fait la comparaison entre une réglementation d'une plateforme de jeu très poussée en fait dans la réglementation, qui interdisent même des choses qui ne sont pas interdites dans notre loi, avec une réglementation comme de Sandbox qui est extrêmement légère en fait. Donc vous, les juristes d'entreprise, vous allez devoir examiner à la loupe en fait les différentes réglementations où en fait les communicants vont vouloir vous emmener. Première lacune. Deuxième lacune sur les problématiques où en fait vos communicants vont vous demander de faire des choses, typiquement organiser un défilé où en fait il y aura alors dans le métaverse où il pourrait y avoir des NFT qui ont recours à des œuvres d'artistes. Donc problématique de contrefaçon. Je vous rappelle l'exemple aujourd'hui, hein, qui n'est absolument pas tranché d'un point de vue juridique, où on a Mason Rothschild, en fait, qui crée une collection d'NFT, qui utilise en fait le design des sacs Birkin d'Hermès, qui les vend. Et donc évidemment, Hermès, voyant ça, au-delà du fait qu'il a la chance déjà de savoir ce qui s'y passe, mais une fois qu'il sait qu'effectivement il y a contrefaçon, il a quand même agi pour effectivement que du coup ces NFT soient retirés. Aujourd'hui, et il a signé en justice, évidemment, aux États-Unis pour contrefaçon. Aujourd'hui, on ne sait absolument pas, Basile, tu pourras peut-être donner ton avis, mais on ne sait absolument pas si Hermès va avoir gain de cause dans ce contentieux. On n'a absolument pas, on peut avoir quelques idées, mais en tout cas, on n'en a pas la garantie. Donc tout ça pour dire que effectivement, voilà, pour vous en tant que juriste, ça annonce quand même des casse-têtes. Au-delà du fait que si je prends un autre exemple, aujourd'hui, et c'est le cas de notre groupe, on a acheté par exemple une île
donc le groupe Vivendi dont je dépends, on a acheté une île dans Sandbox. Cette île, ok. Vous pouvez faire construire quelque chose, oui, mais à quelles conditions? Est-ce que le droit immobilier va s'appliquer? Est-ce que cet immeuble, vous allez pouvoir le louer? Si vous pouvez le louer, est-ce qu'effectivement, en fait, vous allez pouvoir... Enfin, il y aura des obligations pour les bailleurs. Quels seront, en fait, les droits des locataires? Personne n'en sait rien. Et vous allez demain être interrogé là-dessus. Ça, typiquement, c'est pas une problématique d'immersion. Là, c'est une problématique aujourd'hui auquel vous allez être confronté. Le droit ayant horreur du vide. Le droit est toujours en retard par rapport à la réalité. Donc virtuel, n'en parlons pas. Et le dernier point, et après je laisse la parole, c'est là où ça devient quand même un peu plus compliqué, mais pour le coup, ça c'est vraiment un débat de demain. C'est-à-dire que quand vraiment, en fait, dans 3-4 ans, si on en croit Mark Zuckerberg, on aura vraiment la possibilité, en fait, de ressentir, nous, personnes physiques, ce que notre avatar ressent dans le métaverse. Là, effectivement, on se pose la question des violences. Alors, aujourd'hui, effectivement, on est confronté à des violences verbales, du harcèlement. Enfin, là, pour le coup, on peut considérer que les lois qui s'appliquent aux réseaux sociaux vont s'appliquer pour le métaverse pour ces violences-là. Et dans 4 ou 5 ans, quand, effectivement, moi, parce que mon avatar se fait agresser, je ressens, en fait, l'agression, là, pour le coup... L'avatar le ressent. L'avatar le ressent. Et mais moi, je peux le ressentir aussi. En plus, dans la dimension totalement immersive, du coup, la question qui va se poser, donc dans 4 ou 5 ans, c'est est-ce que les règles protectrices en fait, des individus vont s'appliquer aux avatars? Comment il va s'appliquer aux avatars? Et comment, en fait, il va s'appliquer à la personne physique derrière l'avatar? C'est-à-dire que tout le monde a vu dans Ready Player One qu'on a déjà des prisons. Du coup, est-ce qu'on va mettre l'avatar en prison et quelle sera la sanction de la personne physique derrière l'avatar? Ça, c'est des sujets qui sont absolument passionnants. Donc voilà, je dresse un peu le débat et je suis bien contente, moi-même en tant que juriste et communicante, au fond, de vous alerter sur le fait que vous devrez être extrêmement vigilant et sur le fait que vous allez être sollicité très rapidement. Alors, merci d'abord beaucoup pour cet éclairage. Moi, ça me donne envie d'aller visiter votre île. Mais j'aimerais beaucoup avoir le sentiment de quelqu'un qui, lui aussi, comme Jean-Philippe, s'est beaucoup intéressé aux produits lactés. Avant d'être à l'Union des marques, il s'agit de Jean-Luc Chétry. Merci Philippe. Tu as gentiment précédé la petite introduction forcément que j'allais faire, puisque arriver ici devant un public de juristes, quand on ne l'est pas soi-même, sur un sujet aussi éminemment complexe, sur lequel Stéphanie, avec beaucoup de talent, a énuméré l'ensemble des challenges auxquels les marques sont confrontées, c'est-à-dire qu'en gros, on a des réponses à pas grand-chose pour l'instant, mais on a des questions surtout. Et arriver à vous dire quelque chose d'intelligible et qui a un peu de sens, c'est un joli challenge, mais j'adore les challenges que me pose Philippe. Moi, ce que je voulais vous dire, en praticien, au fond, puisque ça est toute ma carrière, et c'est ce que nous essayons de faire à l'Union des marques avec les 200 et quelques entreprises qui sont adhérentes. Déjà, une première chose, moi je vais vous poser une question parce que je commence toujours par ça. J'aime bien savoir ce que le public pense et fait. Levez la main ceux qui ici sont déjà allés dans le métaverse. Voilà, un petit décompte, c'est un sondage, hein, ça n'aura pas besoin de faire un grand sondage d'opinion, on ne fera pas appel à Opinionway. Vous avez à peu près 5%, je pense qu'on doit, sur la population de la génération qui n'est donc pas Z, on n'a pas de Z ici, hein, semble-t-il, ou alors il y en a très peu, c'est peut-être eux qui ont levé la main, ou ceux qui ont voulu expérimenter. En revanche, vous êtes tous équipés et je vous vois utiliser tous votre smartphone et votre portable. Donc, on a bien un sujet pour l'instant, c'est évidemment qu'on en parle et en effet, il se passe des choses, hein, je vais y venir, il se passe des choses, mais on n'en a pas tous encore une connaissance, empirique, personnelle, parce qu'on n'a pas encore. Et pour ceux qui y ont été, j'ai été invité par nos amis de Meta à vivre l'expérience du métaverse. Et ils ont de manière très humble, eux aussi, indiqué que ça n'était que le début et que ce que nous étions en train de vivre n'allait être que mieux dans les années qui viennent. Et donc, en effet, on est encore dans quelque chose qui est balbutiant. Pour autant, quand nous organisons une conférence sur le métaverse, nous n'avons jamais eu autant de monde
pour venir assister à ces conférences. Bloomberg, je vais chercher et citer un chiffre de Bloomberg qui estime que le marché du métaverse en 2024, c'est 800 milliards de dollars. Voilà. Donc, on a un phénomène assez extraordinaire qui a émergé. Vous allez sur Google, vous tapez métaverse, vous voyez bien que les news qui ont commencé à sortir sur le métaverse datent de la fin de l'année. On est maintenant au mois de juin, le 2 juin, et on est déjà en train d'évoquer ça comme un phénomène absolument majeur qui va disrupter l'ensemble des mécanismes de communication des marques. C'est intéressant. Et donc, d'où la nécessité d'avoir beaucoup d'humilité sur ce que je vais dire, parce que je ne sais pas si ce que je vais vous dire sur les enjeux des marques sont réellement les enjeux des marques. Moi, je crois une chose. C'est qu'au fond, depuis le début de ma carrière dans le marketing chez Procter jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours commencé par une chose, comprendre ce que veut le public, ce que veulent les gens. Essayer, les marques, elles sont là pour ça, essayer de changer leur vie positivement, c'est en tout cas ce à quoi on croit, et être là dans leur quotidien pour les aider. Bien. Eh bien, le public va aller probablement vivre après le Web 2.0, le Web 3.0, vivre dans le métaverse. Est-ce que je suis heureux avec ça? Si vous me posiez la question à titre personnel, peut-être pas. Mais j'ai tort sûrement parce qu'il y a plein de gens qui me disent « tu as tort, c'est formidable le métaverse, ça va être extraordinaire, on va réduire l'impact carbone des gens parce qu'ils vont plus sortir dans la vraie vie et dans le métaverse, ils consommeront moins de carbone ». Sûrement, il y a sûrement de ça, mais j'ai pas encore été complètement convaincu. Mais mettons ça de côté et regardons ce que les marques essaient de faire aujourd'hui. Vous avez très bien dit ça, Stéphanie, elles y sont parce que tous les autres y sont. Donc ça, c'est un phénomène assez classique. C'est quand un concurrent va quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On y va aussi parce qu'on se dit on est en train de louper quelque chose. Bon. 2, on y va parce qu'on veut apprendre. Et ça, c'est plutôt la bonne façon de regarder l'innovation, c'est qu'on se dit, bon, on va pas être stupide, il est en train de se passer quelque chose, on va essayer d'y aller. 3, on va essayer d'y aller un peu intelligemment. Donc, au fond, qu'est-ce que c'est que le métaverse? C'est un univers dans lequel on peut vivre des expériences de manière dématérialisée, immersive. Donc, essayons, en tant que marque, de créer ces expériences-là. Des concerts, des défilés, voilà. Créons des lieux peut-être de commerce. Bon, je ne suis pas sûr encore que ça soit le plus pertinent, mais c'est pas grave, on essaye. S'il y a des gens pour commercer dans le métaverse, pourquoi pas? Apprenons de ce point de vue-là. Maintenant, pour pas être trop long, je pense qu'il y a une nécessité, c'est que, et tu l'as très bien dit, Philippe, nous sommes à un moment formidable. C'est-à-dire qu'on est au tout début. Alors, soit on fait n'importe quoi et on laisse tout dériver comme au début du Web 2.0, soit au moment du Web 3.0, on se met tous autour de la table et on avance. Alors, nos amis de Meta sont dans cette logique-là, je vais les laisser parler, mais moi j'apprécie, il m'arrive de les critiquer. Mais il va m'arriver aujourd'hui, il n'a pas l'habitude, Anton, mais de dire que ce que j'ai entendu d'eux sur « Non, on a conscience qu'il y a des problèmes d'éthique dans le métaverse et on veut les prendre dès le début avec vous les marques, vous les acteurs qui sont en train d'essayer d'opérer avec nous. Donc il faut le faire en France, il faut le faire au niveau international. Moi j'ai une double casquette, je suis aussi membre du board de la World Federation of Advertisers, donc la Fédération mondiale des annonceurs, qui a évidemment une responsabilité sur ces sujets, qui s'est emparée du sujet, qui a décidé dès le début d'essayer de commencer à créer les règles qui vont nous permettre d'opérer à la fois dans l'éthique, dans la responsabilité. Je parlais du climat, il faut quand même se poser des questions. Donc, quel effet tout ça peut avoir et qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent de ce point de vue? Donc, on peut le faire et je crois qu'il y a la volonté des uns et des autres de le faire. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on soit, avec toi et avec d'autres, des forces pour permettre une autorégulation. Parce que la loi, on le sait, ne peut pas faire ce travail-là. Ça va trop vite. Le temps que le texte sera écrit, et j'adore les textes de loi, il y en a beaucoup sur nos sujets, le temps qu'il soit écrit et qu'il soit mis en œuvre, on sera déjà dans un nouveau métaverse. Donc essayons de faire de l'autorégulation dans un premier temps, et puis laissons la loi arriver dans un deuxième temps pour venir réguler tout ça. Sans plus tarder, Basile Adair.
Merci beaucoup. C'est à mon tour avec beaucoup d'humilité que je vais essayer de réfléchir avec vous sur ma partie à moi, je comprends, qui est celle de la réponse de la loi, parce que contrairement à ce qui vient d'être dit, je pense que seule la loi, le gendarme et le juge seront les garants des libertés des uns et des autres, et surtout de leurs responsabilités. C'est vrai que ça me transporte il y a 20 ans, lorsque Internet est arrivé et qu'on s'est demandé est-ce que c'est une zone de non-droit, est-ce qu'on peut tout faire, est-ce que l'anonymat. On a peut-être mis un peu de temps, mais aujourd'hui, ça a été rappelé à la table précédente, l'Europe s'est emparée du système et la déclaration de Thierry Breton, tout ce qui est permis ou interdit dans la vie réelle doit l'être également dans la vie numérique. Et pour lequel on a enfin mis en œuvre un texte européen dont l'application en France est déjà en partie mise en œuvre, il faut le savoir, depuis la loi d'août dernier, la loi Avia 2, en tout cas s'agissant de la lutte contre la haine en ligne. Je pense que s'agissant du métaverse, ça sera la même chose. Et donc j'entends plusieurs questions, je vais tenter d'y répondre, je vous dis avec beaucoup d'humilité. Vous avez, Philippe, dit mais quelle loi applicable? En fait, ça sera à partir du moment où on peut y accéder depuis le territoire français, dans cet univers virtuel, exactement de la même manière lorsqu'on peut accéder à tous les sites du monde depuis l'Internet, depuis la France, le juge français et la loi française sont applicables. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui divergerait s'agissant du métaverse. Évidemment que le citoyen français qui accéderait grâce à son casque dans le métaverse depuis la France serait habilité et recevable à saisir le juge français. Ensuite, les règles de responsabilité trouveront, me semble-t-il, à s'appliquer. Bien sûr qu'il faudra, comme on l'a fait pour Internet, adapter les textes, surtout s'agissant des responsabilités, puisque s'il y a des nouveaux acteurs, des nouveaux intermédiaires techniques qui permettront aux uns et aux autres de rentrer dans ce grand univers fantastique où il s'agira de jouer, de se promener, de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie réelle. Moi, ma référence principale, c'est le film de Spielberg qui le démontre et qui est d'ailleurs quelques années, il était très en avance, un peu à quoi ça pourrait ressembler. Alors, l'avatar, ça sera notre représentation, ça sera une forme de signature. Donc, tout ce qui arrivera à notre avatar, ça nous arrivera à nous dès lors qu'on sera désigné par cet avatar. Donc, il y aura des usurpations d'identité. Si on prend mon avatar, il y aura nécessairement une signature électronique. Et il faudra que les intermédiaires soient responsables de ce point de vue, de bien identifier qui est qui, et sur réquisition des juges, de donner les identités. Les agressions sur l'avatar seront des agressions, certes, morales. Alors moi, je n'ai pas tout à fait compris si, certes, on éprouve avec la fameuse combinaison les choses qu'on fait, mais est-ce qu'on les impose à celui qui a... ça, je ne suis pas sûr que techniquement, ça soit... en tout cas, je n'ai pas tout à fait la réponse. Mais il est évident qu'il y aura des agressions d'ordre moral, de harcèlement, etc., qui seront passibles de la loi, exactement comme dans le monde réel. Et l'agression... auquel on fait référence de cet avatar qui a été aussitôt agressé, voire violé par plusieurs autres, est parfaitement fondé à s'en plaindre devant un tribunal en disant peut-être que c'est pas physiquement sur la qualification du vol qui suppose pardonnez-moi, mais c'est la définition légale d'une pénétration sexuelle, mais au moins une agression morale et qui pourrait être très grave et qui pourrait être sévèrement punie. S'agissant des questions plus propres au droit de la presse, je pense que là aussi on trouvera vite à appliquer les textes qui ont vocation, dès lors que publiquement on s'expose, que ce soit sur le terrain du droit à l'image, que ce soit sur celui de l'injure ou de la diffamation qu'on a évoqué tout à l'heure, que ce soit d'ailleurs celle des individus ou celle des entreprises. Et moi, ce que j'ai compris des explications techniques qu'on m'a données, mais là encore une fois j'avance avec beaucoup d'humilité, il y a, grâce à la blockchain, et qui sera en cause s'agissant de ces espaces, une facilité probatoire fantastique. On saura très exactement qui a fait quoi. En fait, moi, ma seule préoccupation, et c'est pour répondre aux deux intervenants qui sont de l'autre côté de cette table, c'est qu'il faudra que chacun ait conscience qu'en allant jouer, il va révéler des tonnes de choses sur sa personnalité, sur les tréfonds de sa personnalité.
voir ses instincts. Et donc, au-delà de, vous savez, ce traçage que tout un chacun nous avons sur Internet, où on sait si on va sur tel site de voyage, ou chercher des aspirateurs, aussitôt on va nous en proposer, on se dit tiens c'est curieux. Là, ça sera encore pire. On va avoir une connaissance des pulsions de tout un chacun qui vont être terriblement intrusives. Et alors là, sans doute faudra-t-il ajouter au RGPD des garanties pour les individus, ou en tout cas qu'ils sachent qu'allant jouer, ce n'est pas totalement innocent, qu'on va savoir des tonnes de choses à leur sujet qui vont nécessairement être exploitées, souvent commercialement, il faut espérer, pas politiquement, parce que la vraie toile de fond, le vrai enjeu démocratique, c'est le jour où des États autoritaires n'offriront plus les garanties aux individus, parce que là, il faudra surtout recommander à personne d'aller dans les métaverses. Donc moi, je ne sais pas si c'est ce qu'on attendait de ma part, mais je vous dis tout de suite, il y a un corpus de règles législatives ou réglementaires très important qui, comme ça, si je commence à y réfléchir, me paraissent pouvoir être en mesure d'être appliquées assez facilement dès lors qu'on aura bien la certitude qu'on a identifié dans les avatars qui est qui est quoi, et ça sera la même chose, pardonnez-moi, je termine là-dessus, sur la contrefaçon. Bien sûr, il faudra l'établir, il faudra le prouver, mais si on a copié les éléments distinctifs, les éléments qui font sa valeur d'un dessin ou modèle ou d'une œuvre d'art, eh bien, les règles sur la contrefaçon aura vocation à s'appliquer en matière de représentation virtuelle. Ça existe depuis très longtemps devant tous les tribunaux de France et de Navarre. Donc, rassurons-nous, ça va être un formidable développement, mais les individus auront vocation à être protégés par la loi française et par les juges. C'est génial d'être juriste, parce que là, on sent que ça va être extrêmement passionnant pendant beaucoup d'années. Mais moi, je me demande quand même, Basile, si quand j'irai me balader, si je suis invité sur l'île Havas, Vivendi, si je fais une recherche auparavant pour des aspirateurs, si je vais être obligé d'être accompagné par beaucoup de marques d'aspirateurs sur l'île du fait des cookies qui s'y seraient installés. Je me demande aussi, pour citer Basile, si en matière de droit de la contrefaçon et du droit d'auteur et du droit des marques, si il y aura une exception de courte avatarisation qui va être compliquée à être gérée, mais je suis convaincu qu'il va falloir quand même un peu adapter les règles. Donc je pense qu'il y a aussi une place prépondérante, et c'est pour ça que je voulais citer Jean-Philippe Gilles, pour un nouveau partenariat avec une alliance entre la soft law et la hard law. Et la question que j'aimerais poser à Anton, qui a été très patient, puisqu'il intervient du côté de la fin de cette rencontre, c'est que est-ce qu'on pourrait rêver à avoir, justement pour éviter les agressions, ce qui éviterait aussi peut-être la mise en cause de la plateforme, un bouton de secours du respect avec une bulle. Alors la bulle existe aujourd'hui. Visiblement, elle n'a pas bien fonctionné dans le bêta-test que la plaignante a prétendu tester. Mais est-ce qu'on pourrait rêver d'un bouton du respect dans le métaverse de Facebook, puisqu'il y aura plusieurs métaverses, dont celui de Fortnite également? Bien, merci Philippe. Ouais, j'ai l'habitude, mais là quand même, ça me surprend. Merci déjà de m'inviter. Je suis ravi de revenir sur les bancs de Paris 2, que j'ai beaucoup fréquenté il y a quelques années maintenant. Alors, métaverse, déjà, si on essaye de définir un peu les termes du sujet, il y a une vraie difficulté à essayer d'embrasser la réalité dont on parle. Si vous avez vu la vidéo de présentation de Mark Zuckerberg, il parle beaucoup de réalité virtuelle, et c'est ce dont on parle depuis bientôt 2 heures, parce que la technologie est déjà là. On parle d'Oculus, mais il y a d'autres casques. Les exemples sont déjà là. Et à court, moyen terme, c'est l'expression la plus facile, la plus évidente du métaverse. Mais l'ambition est un peu plus large que ça, puisque le métaverse ne se réduit pas à la réalité virtuelle. Il inclut aussi, et moi je crois beaucoup à ça,
à la réalité dite augmentée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un espace virtuel, mais vous êtes dans une réalité, par un amphithéâtre, et puis le professeur est projeté sous forme d'hologramme. Ou vous êtes peut-être vous-même présent sous forme d'hologramme. Ou alors vous avez des lunettes qui vous montrent des choses en plus de la réalité. Ce sont des technologies qui ne sont pas de science-fiction, ce sont des technologies qui existent aujourd'hui, mais qui sont l'autre versant du métaverse, dont l'ambition, on va dire, générale et partagée, c'est de se libérer de ça. Parce que ça, c'est très très bien, très innovant, c'est génial, ça va changer nos vies, mais c'est quand même un tout petit écran. Et le sentiment de présence sur cette chose est quand même limité. On l'a vu pendant le confinement, hein, c'était il n'y a pas si longtemps. Après, on a un plus grand écran, un grand ordinateur, mais bon, voilà. On sent bien qu'on pourrait faire mieux. Et passer de la science-fiction à la réalité dans ces domaines, on l'a assez dit, ça arrive. Bon. Donc déjà, c'est une première chose. Ensuite, quid des utilisateurs ou des entreprises qui vont s'y projeter? Alors, je n'ai pas d'éléments sur ce cas particulier, donc je ne vais pas le commenter, mais ce qu'il existe déjà aujourd'hui, et ça doit nous inspirer de choses. On peut capitaliser sur tout ce qu'on a déjà appris de la régulation, de la sécurité des réseaux sociaux, des plateformes, pour simplifier. On ne doit pas, évidemment, faire du cyberharcèlement, on ne doit pas attaquer quelqu'un, et donc c'est retranscrit dans la loi, c'est retranscrit dans les conditions de la plateforme. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ces domaines, et évidemment, et c'est bienvenu, l'Europe a fini le DSA, donc on peut capitaliser sur ces choses-là. Mais il y a aussi des choses qui sont nouvelles. Et objectivement, la différence, c'est que dans un métaverse, on se parle, donc comme on se parlerait là aujourd'hui, on n'est pas dans le fait de taper du texte ou de mettre une photo, c'est-à-dire quelque chose qui est imprimé virtuellement, quelque part, quelque chose qui reste. Donc réguler l'expression dans le métaverse, quelque part, c'est réguler la conversation. Donc comme on essaierait de réguler une conversation dans le monde réel, elle est régulée. Donc c'est pour ça que là aussi, on ne part pas de rien, c'est ça que je veux dire. Et ce qui peut être aussi intéressant, dans le cadre du métaverse, c'est de réguler aussi les rapports sociaux, et donc je reviens à ton idée de bulle. Peut-être qu'on va demander aux plateformes, et ça sera très nécessaire, de dire vous devez mettre en place un système, et c'est obligatoire, qui fait qu'une personne peut en bloquer une autre, si elle le veut, peut mettre à distance une autre personne, bref, quelque part on n'est pas dans la régulation de l'expression, mais dans la régulation du rapport à l'autre. Et si vous, la plateforme, vous ne le faites pas, je vous mets en demeure, et si vous continuez à ne pas le faire, je peux vous sanctionner, etc., etc. Donc des instruments juridiques que l'on connaît dans le domaine du numérique aujourd'hui, mais qui pourraient être, à mon avis, mis en place et inventés dans le domaine du métavers, parce qu'on est là dans une différence objective, c'est-à-dire par rapport au réseau social, dont je répète qu'on est plutôt dans une expression vidéo, image et écrit, dans quelque chose qui reste. Alors il y a des réseaux sociaux qui sont plus instantanés, je fais un peu vieux schnock parce que je n'utilise pas Snapchat, mais voilà, en tout cas on est quand même dans un domaine de l'écrit, de l'impression si on peut dire. Donc ça c'est une première chose. Pour les entreprises, il y a, à mon avis, ça me fait penser quand même au tournant des années 2000, où il y a eu ce phénomène, en espérant que ça se termine mieux que ça, quand même, dit de la bulle Internet. C'était tout le monde voulait faire son site Internet. Voilà, c'était le truc. Si vous n'aviez pas votre site Internet, vous étiez un peu un loser, donc quelque part. Voilà. Et donc on a vu florilège d'initiatives, de capitaux investis sur des choses qui étaient très utiles et géniales, d'autres qui étaient totalement nulles. Voilà. Et donc, à mon avis, on n'échappera pas non plus à ce phénomène, quelque part. C'est-à-dire que tout le monde va y aller, mais tout le monde ne réussira pas. Et donc, je ne suis pas expert dans ces domaines, mais effectivement, quelque part, trouver ce que les gens attendent, rester soi-même, faire vivre sa marque dans le domaine du métavers sera, à mon avis, assez clé pour que le citoyen, l'utilisateur, le consommateur, demain, achète, si on peut dire ça comme ça, le service ou les biens, si on peut dire, que les entreprises auront à lui apporter. Mais aussi la responsabilité de concepteurs de métaverse qui sont les nôtres, c'est là où on peut tirer les leçons des réseaux sociaux, c'est que parfois je remarque que les entreprises sont un peu démunies. Moi j'ai travaillé sur des cas avec des grandes marques où les commentaires sur Facebook étaient vraiment injurieux et on sentait mais comment on utilise vos outils, vous n'avez pas les bons outils parce que j'aimerais bien mieux filtrer, mieux prévenir, mieux contrôler la conversation, ne pas être, certes que ma marque soit
critiquer, pourquoi pas, mais je ne veux pas être victime d'injures ou de diffamation, de choses comme ça. Et là où il faut faire sûrement un mea culpa nécessaire, parce que je l'ai vécu, j'ai assez parlé à des gens pour me dire, on se sent un peu désemparé, certes on peut aller voir le juge, certes on peut faire des choses, mais le temps que ça se passe, c'est bien trop long, on ne sait pas toujours comment bien vous joindre, quel est le support que vous donnez, ce sont des choses sur lesquelles, là, il ne faudra pas défaillir. Parce que sinon, et ce sera mon dernier point, on ne parle pas d'un métavers, mais de plusieurs métavers. Après tout, peut-être que Meta ne réussira pas dans le métavers. C'est un concept comme Internet. Voilà, il y a Internet, qui est cette technologie qui permet à des machines, à des sites, voilà, à des appareils très divers de parler entre eux, grâce à des standards, et on pourra peut-être en parler. Mais après, vous avez des sites et des services. Certains fonctionnent, d'autres ne fonctionnent pas. D'autres ont été des stars, ont coulé, et d'autres continuent encore à exister. Et donc, l'enjeu de confiance pour les entreprises qui viendront utiliser nos plateformes de métavers sera fondamental si on veut survivre à long terme. J'ai bien dire, il n'y a pas de compagnie aérienne sans passagers. Ben, c'est exactement pareil. Donc demain, l'enjeu de confiance, il sera, en tant que fabricant de métavers, assez clé. Donc ça s'acquiert par la loi. Puis dans notre système romano-germanique, évidemment, la loi reste un instrument clé pour réguler et pour créer de la confiance, mais pas que. Et c'est vraiment mon dernier point. On y amènera aussi ce qui relève de la civilité dans le métaverse. Et donc des choses qui ne sont pas régulées par la loi, qui sont régulées par nous tous, quelque part, dans nos comportements. Et ce que fait Philippe avec Respect Zone est en ce sens très pertinent. C'est de dire que la réponse, elle est dans la loi, mais elle est aussi dans l'éducation, le comportement, et ça restera malheureusement, parce que l'humain est l'humain, incroyablement pertinent dans le métaverse demain, comme il est aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc je ne vais pas vous être trop long, j'espère que voilà, j'ai répondu à quelques-unes de vos questions, mais je serais ravi de le faire si ce n'est pas le cas. Donc il faut peut-être inventer un pass métaverse, c'est-à-dire avec un quiz qu'il faudrait passer chaque année pour être civilement capable de pouvoir évoluer avec son avatar dans le métavers. Donc moi, vous serez invités à pouvoir évoquer tous ces sujets avec les fabuleux orateurs qu'on a eu aujourd'hui autour d'un cocktail. Avant cela, j'aimerais donner la parole à nos panélistes pour une phrase de synthèse, une réaction de synthèse. Mais tout ce que j'ai entendu aujourd'hui donne encore plus raison à l'initiative qui est la nôtre d'aller interroger comment rêver le respect dans le métaverse de demain. On va le faire, on va lancer des vagues de sondages avec les réseaux sociaux qui sont partenaires, à commencer par Meta et je l'espère aussi TikTok, pour interroger la jeunesse, donc entre 16 et 25 ans. En dessous de 16 ans, c'est compliqué de faire des sondages, pour leur demander comment est-ce qu'ils rêvent le respect sur le métaverse. Interroger les sachants, les experts, et vous êtes tous invités à nous aider à contribuer à ce rapport et à cette étude Respect Zone sur comment rêver le respect dans le métaverse pour trouver des propositions concrètes. C'est pas juste un rapport pour caler une table. Et puis, pour fêter les 20 ans de l'Internet sans crainte, créé par la Commission européenne, nous pourrons rendre le 14 février prochain tous les états de nos recherches. Donc c'est ce qu'on se propose de faire avec l'Institut Jean-Marie Cavada, avec tous ceux qui voudront participer, l'Union des marques et tous les partenaires qui seraient intéressés. Un mot de synthèse, Stéphanie, Jean-Luc, Basile et puis Anton. Alors, moi, juste un point positif et un point négatif. Un point positif pour rassurer Philippe et Respect Zone, c'est qu'une des particularités de Metaverse, c'est qu'en fait, cet univers en fait, vient du gaming. Et qu'est-ce qu'on constate dans les plateformes de gaming comme Fortnite, Animal Crossing, toutes ces plateformes, c'est que en fait, vous êtes des joueurs, les avatars sont des joueurs, et en fait, ils participent à l'élaboration de la règle. Et d'ailleurs, quand vous jouez, vous acceptez certaines règles. Et les règles, en fait, du gaming, des plateformes de gaming, sont très poussées. Donc, vous avez, et ça c'est pour vous, et Fortnite, mais quand même, il y a des règles qui sont quand même, du coup, très, très poussées. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une culture déjà du règlement et de la co-construction. Et d'ailleurs, il y a un site, enfin un réseau social
propre aux joueurs qui s'appelle Discord, qui est désormais un vrai réseau social, où à l'origine, en fait, le but de ce réseau social, c'était de dénoncer en fait les dysfonctionnements des jeux, de dénoncer les dysfonctionnements des attitudes des joueurs, des mauvaises attitudes de joueurs. Donc en fait, vous avez déjà une culture dans le gaming qui va sans doute vous aider, Respect Zone, pour du coup coélaborer, ou en tout cas mettre en place un système qui fonctionne mieux et qui soit respectueux. Et le point est respirable. Et le point, en revanche, qui est plus inquiétant à mon sens, c'est que cette jeune génération, en fait, et pour avoir fait quelques calls avec les acteurs du métaverse, sont très libertaires, voire libertariens. Ils refusent la norme, ils refusent la règle. Et en fait, ils vont chercher un monde parallèle, parce que quelque part, ils refusent aussi le monde dans lequel on est. Et en fait, il va falloir concilier effectivement ce rejet de la norme avec cette obligation de la norme, d'autant qu'on voit dans les sondages qu'ils sont, en fait, ils ont le souhait de vivre dans un monde respectueux et apaisé. Donc voilà, un point positif sur le gaming et un point un peu plus inquiétant sur la gestion de la norme. Alors, peut-être, moi j'ai écouté avec attention et qu'on ne se méprenne pas sur mes propos sur la loi et les textes. Moi je pense qu'il nous a fallu pas mal de temps finalement avant d'appliquer des textes de loi qui existaient dans le monde digital. Et peut-être beaucoup trop. On y est. Alors, peut-être une seule chose, peut-être dans le métaverse, essayons d'aller plus vite. Et de faire en sorte que ce qui existe dans la vraie vie, finalement, nous l'appliquions dans le métaverse dès le début. Il faut peut-être transposer, il faut peut-être adapter, mais il y a déjà beaucoup de choses existantes avant d'en écrire d'autres. C'était ça mon propos. Avant d'en écrire d'autres, faisons déjà ensemble ce travail de mettre en œuvre. Et j'apprécie la démarche de Meta de ce point de vue et les démarches des acteurs qui veulent prendre en compte ce qu'on a vécu dans le web 2.0 pour faire du web 3.0 un web responsable. Pourquoi ? C'est pas impossible. Il s'agit d'une volonté commune de ceux qui vont participer à son financement, qui sont quand même les marques, et de ceux qui vont y intervenir, qui sont les plateformes. Alors, Basile, est-ce qu'on doit créer un DSA 2.0 qui s'appelait un Digital Respect Act ? Non, mais finalement, je m'aperçois qu'on est tous d'accord. Bien sûr que ça va être des règles du jeu, c'est-à-dire qu'on va avoir un pass. C'est comme quand on va dans les casinos à Las Vegas, si on ne respecte pas les jeux, hop, on est viré, et puis ça sera aussi simple que ça. Ce que je voulais, moi, attirer l'attention, c'est que je pense que il sera assez simple lorsqu'on y sera agressé, lorsqu'on y sera floué, lorsqu'on usurpera notre identité, de s'en plaindre au juge. Et donc, à cet égard, mon propos était rassurant. Mais j'aime bien l'idée du permis de conduire à points. On a donné le permis de conduire à des chauffards qui ont causé quelquefois des... Heureusement, les points fait qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus de permis. Donc, ça sera peut-être aussi la même chose. Alors, moi, ça serait plutôt un message pour les étudiants. Je pense qu'il y en a. Oui. Surtout, restez enthousiaste à propos de l'avenir. Parce que sincèrement, j'entends aussi parfois des constats un peu sinistres sur notre époque. Mais moi, je suis un peu naïf. Je veux croire qu'on vit quand même une époque assez formidable sur certains points. La technologie permet quand même de se sentir concerné par ce qui peut arriver à d'autres gens qui sont à 10 000 km parce qu'on les connaît. Voilà. On connaît leur vie maintenant. On voit qu'ils sont comme nous. Et ça, c'était pas possible avant le digital. Et l'autre point qui m'enthousiasme sur notre époque, c'est que certes, tout le monde ne peut pas être un grand artiste, mais un grand artiste peut venir de n'importe où. Grâce à ça. Et donc ça, il faut que ça reste un point d'enthousiasme. Et quelque part, ça sera à vous de faire ce monde de demain. Voilà. Donc ne restez pas dans les sillons qu'on a pu construire. Moi, je fais ma crise à quarantaine, là, j'ai 40 ans au mois de juillet, donc je m'inscris déjà dans un mouvement passé. Mais vraiment, vous, voilà, inventez, parce que c'est vraiment ça qui va nous aider aussi. Merci. Merci beaucoup, c'était très enthousiasmant.